Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo livre dont vous êtes le héros. Ça faisait longtemps, chers amis lecteurs, que je n'avais pas fait de vidéo, donc j'ai repris le sport, je suis assez occupé. Et puis je constate sur ma personne, comme peut-être vous aussi, qu'on passe trop de temps au niveau des écrans. Alors je dirais qu'il y a du bon temps d'écran pour s'instruire, se cultiver, et je dirais que même des vidéos, livres dans notre héros sont quasiment le haut du panier par rapport à ce qu'on trouve sur YouTube. Et puis il y a les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, et puis toute la merdasse qu'on trouve sur YouTube. Ça ne vaut strictement rien. Je ne parle même pas de TikTok. Donc je me bats contre un lion, comme un lion contre ça, mais je constate que je suis en train de perdre la guerre. Mais aujourd'hui, je suis là et j'ai bien intention de diminuer ce temps d'écran qui ne sert à rien pour refaire un peu plus de vidéos. Donc ce soir, j'ai choisi de vous présenter, enfin de démarrer une petite aventure sur Alterférence. Donc c'est un livre-jeu de la collection Littéraction chez Alconost, et ça a la particularité d'avoir très très peu de règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lancer de dés ou ce type de choses. Donc ce livre, je vous l'avais présenté lorsque j'avais reçu mon arrivage, ça fait maintenant quelques temps, mais on va se le rappeler, se le remettre en mémoire. Alors, je vais vous le lire. Les 3 aventures de ce recueil utilisent des règles minimales sans dé ni hasard et possèdent chacune plusieurs fins. Dans Disruption, vous incarnez le président de la République au réveil d'une cryogénisation. L'imminente réception du Premier ministre japonais ne vous laisse que quelques heures pour découvrir le Paris de 2080, comprendre les rouages du gouvernement technocratique et, surtout, renouer avec un peuple bouleversé. Espériez-vous ce futur-là? Prism vous propose Dans la peau de 3 héroïnes en 2022. Alors que Laurine a déjà du mal à gérer ses pouvoirs colorés naissants et sa vie sentimentale compliquée, elle découvre que des tueurs sont à ses trousses. En 2046, Orphea l'observe à travers une machine temporelle et essaie de la sauver, sa propre existence soumise au jeu des paradoxes. Et un siècle plus tard, Graciosa, chrono-investigatrice chevronnée, consigne les événements troublés par les révélations qu'elle découvre. Enfin, la 3e histoire, Exali, se déroule dans un futur lointain au crépuscule de la Terre. Vous interprétez une jeune femme qui pense avoir trouvé l'amour dans ses rêves et se sent prête à tout pour retrouver son étrange prince, quitte à laisser derrière elle les notions de mal et de bien. Oui, quelque chose ne va pas chez Exali, quelque chose qui pourrait mettre en péril la tour où l'humanité s'est réfugiée. Donc j'ai choisi la dernière aventure pour ce soir. Si vous voulez passer un moment en ma compagnie, c'est après le générique. A tout de suite, je l'espère. Alors nous revoici au début de cette aventure qui se nomme Exali. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser mon chevet de lecture là parce que le livre est trop épais, c'est un livre format semi-poche et donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc je vais être obligé de rester sur cette vue. Alors, les règles de Exali. Dans les pages à venir, vous allez suivre les pas d'une jeune femme de 20 ans prénommée Exali. Comme vous le découvrirez bientôt, derrière son joli minois aux yeux clairs comme un lac de printemps se cache une personnalité tourmentée. Est-ce simplement la faute au hasard ou faut-il y voir l'influence de son environnement? Il est vrai que la vie est dure pour les hommes dans ce futur lointain. Est-ce plutôt un héritage du caractère de sa mère, décédée une quinzaine d'années auparavant dans des circonstances dramatiques? En l'accompagnant, le temps de cette lecture, vous aurez l'occasion de vous forger un avis, mais vous devrez surtout l'aider à faire les bons choix. Tout au long de cette aventure, vous aurez à tenir le compte de la marque qui démarre à 3 points. Il vous faudra ainsi noter quelques codes qui permettront de garder en mémoire les décisions prises ainsi que les informations et objets acquis. Vous trouverez également une courte représentation des différentes protagonistes de l'histoire après le dernier paragraphe. Exali. La première sonnerie retentit, vous arrachant au sommeil.
Vous vous éveillez, couverte de sueur, la tête pleine des sensations de votre rêve. Cette nuit encore, vous étiez avec votre prince, celui qui vous aime, qui vous attend, qui vous désire aussi. Vous brûlez d'envie de vous rendormir pour le retrouver, et pourtant c'est hors de question. Pour les habitants de la tour, le déroulement d'une journée est réglé comme une mécanique. Impossible d'y déroger, ou alors, vous ne voulez pas finir comme votre mère, si? Rendez-vous au 1. Vous repoussez vos draps moites, puis vous vous asseyez dans votre lit et regardez autour de vous. Votre chambre est petite, mais bien agencée, comme toutes celles de la tour. En plus de votre couchette, vous disposez d'une douche personnelle, d'un lave-mains et d'un miroir, de WC, ainsi que d'un bureau accompagné d'une chaise. Tout n'est que métal brillant, indestructible, inoxydable, conçu pour durer des centaines, voire des milliers d'années, à condition bien entendu que le soleil n'engloutisse pas la terre d'ici là. Oui, la tour est un formidable édifice, l'un des plus extraordinaires jamais élevés par les hommes. On vous a enseigné que dans les temps anciens, d'autres constructions semblables avaient été bâties, mais vous ignorez si elles existent encore. Comme ses sœurs, celle-ci a été conçue pour répondre à une double nécessité: permettre à l'humanité de survivre le plus longtemps possible à l'agonie du soleil qu'il a vu naître, et repousser les assauts incessants de ceux du dehors. Car les radiations des espaces cosmiques n'ont pas détruit toute vie sur Terre, comme on aurait pu le penser. Au contraire, à en croire le spectacle visible du haut des remparts, la vie n'a jamais été aussi foisonnante. Mais est-ce vraiment la vie telle que la connaissent les humains qui anime les hordes sans fin des êtres du dehors, ou plutôt une forme nouvelle d'anti-vie? Cette question est encore sujette à débat parmi les scientifiques, mais la plupart penchent pour la seconde option, compte tenu de l'acharnement qu'ils emploient à essayer de détruire la tour. Vous vous levez à la deuxième sonnerie, obéissant ainsi à une habitude inculquée depuis votre plus tendre enfance. Au même instant, la douche se met à couler et vous vous y abandonnez avec délice. La caresse du liquide chaud ravive dans votre esprit l'extase de votre rêve, un rêve qui, en y repensant, prend de plus en plus l'allure d'un avant-goût de réalité. À l'issue des 4 minutes 20 secondes réglementaires, la douche détergente prend fin. Vous vous séchez rapidement sous le flux calorifique, puis vous enfilez votre combinaison jetable et recyclable. En ce 26e siècle, après le grand exil qui a poussé une bonne partie de l'humanité à quitter la Terre pour gagner Mars, plus éloigné du soleil mourant, la technologie a atteint un niveau surprenant dans bien des domaines. Vous songez à vos ancêtres de la préhistoire, à l'époque des villes et des nations, ou de la serviette et du savon, comme le quotidien devait être difficile pour eux. Vous regardez votre reflet dans la glace, celui d'une belle jeune femme mince et brune aux yeux bleus. Vous devriez être heureuse, et pourtant votre vie en ces lieux est devenue insupportable. C'est décidé, vous allez vous enfuir de la tour. Votre prince vous attend là-bas, dans son palais, et vous pourrez construire votre bonheur, un bonheur que votre mère aurait souhaité pour vous. Reste à trouver un moyen de le rejoindre. Allez-vous vous diriger vers le réfectoire pour déjeuner, rendez-vous au 136, faire l'impasse sur votre repas et monter sur les remparts pour contempler le dehors, comme vous le faites parfois au 75? Eh bien, je vais me sustenter parce que c'est dans ma nature. Je vais au 136. Alors, c'est une aventure environ à 150 paragraphes, je vous le précise. Vous sortez de votre espace personnel pour entrer dans le petit séjour que vous partagez avec votre père. Sa porte est close, comme souvent. Il n'est pas rare qu'il passe la nuit dans le bureau de son laboratoire. Entre les deux pièces, il y a la chambre de votre mère, condamnée depuis son décès. L'ameublement dans des lieux constitué d'un évier, d'une table, de 3 chaises et d'un canapé en métal souple ne laisse aucune place à la fantaisie.
En théorie, vous auriez dû emménager dans un logement plus petit, mais le comité d'attribution ne l'avait pas jugé utile. Vous en connaissez la raison. Ce n'est pas à cause du rang de votre père, un scientifique du 2e niveau, mais parce que depuis quelques siècles, la population de la tour ne cesse de décroître. Construite à l'origine pour abriter une communauté de 10 000 hommes et femmes, elle n'en compte à présent plus que la moitié. Vous pressez un bouton de la porte et la porte de l'appartement s'ouvre sur le corridor principal des quartiers d'habitation de l'étage. Ici, la plupart des logements sont encore occupés et vous connaissez presque tous vos voisins, qui vous voient comme une jeune fille discrète et silencieuse et sérieuse. Parmi eux, certains vous plaignent, privés, comme ils vous croient, de l'amour de votre mère. Ils ne peuvent pas savoir qu'elle ne vous a jamais vraiment quitté. Vous marchez le long d'un couloir à la propreté impeccable jusqu'aux ascenseurs de la colonne de transfert. Puis vous entrez dans une cabine et demandez à haute voix l'étage 67. La machinerie démarre sans un bruit et presque instantanément, vous vous retrouvez à destination. Le réfectoire est déjà plein de monde, vibrant d'une forte activité. Des rires fusent ça et là. Les tintements des verres, des assiettes et des couverts sonnent à vos oreilles comme une musique joyeuse. Il fut un temps, vous vous en souvenez, où vous appréciez cette animation, mais plus maintenant. Car votre prince se languit de vous et cela occupe toutes vos pensées. Plus rien n'a d'importance en dehors de ça. À la suite des autres, vous remplissez votre plateau. Du lait synthétique, un croissant instantané en simili-farine et une vraie pomme issue des jardins du toit. Puis vous cherchez une table où vous installez. Votre regard tombe sur votre ami Jubès, que vous connaissez depuis toujours. Seul et visiblement plongé dans de profondes réflexions, il ne vous paraît pas en très grande forme. Vous avez l'impression que quelque chose de sérieux le préoccupe. Allez-vous vous asseoir avec lui ou rejoindre la table qu'occupent plusieurs de vos amis, un peu plus loin, au 30. On va se préoccuper des amis, bien sûr, et on va au 187. Vous avancez jusqu'à la table de votre ami sans qu'il vous remarque. Jubès, je peux m'asseoir ? Le jeune homme tressaille et lève les yeux. Son visage vire au rouge en vous voyant. Cela ne vous surprend guère. C'est un gentil garçon plutôt timide qui n'a jamais caché son béguin pour vous. Vous avez longtemps songé qu'il pourrait faire un bon compagnon, le jour venu. Mais c'était avant de rencontrer votre prince. Vous lui souriez sans obtenir d'autre réponse qu'un vague assentiment du regard. Vous vous asseyez donc. « La forme ? Demandez-vous, tu as l'air bizarre. » Oui, pas de problème, j'ai juste mal dormi. Les partiels approchent, je stresse un peu. Tu sais comme c'est important pour moi. Vous hochez la tête, mais cette explication vous laisse sceptique. Jubès a toujours été un élève brillant. À votre connaissance, les examens en tout genre ne l'ont jamais inquiété. Il vous cache quelque chose, vous en êtes sûr. Si vous essayez d'en savoir plus, rendez-vous au 98. Je vais essayer d'en savoir plus, cela m'intrigue. Jubès, pas à moi, on se connaît depuis longtemps. Dis-moi ce qui t'embête. Rien, je t'assure, tout va bien. Votre regard croise le sien, mais vous ne parvenez pas à le retenir plus qu'un court instant. Allez, Jubès, dis-moi tout. Vous devinez qu'il hésite, mais ce qui le tourmente est probablement trop délicat pour être abordé avec aisance. Vous faites glisser votre main sur la table en direction de la sienne, mais il la retire précipitamment. Il n'y a rien, je te dis, laisse-moi. D'un mouvement furieux, il repousse la chaise, se lève et quitte le réfectoire, abandonnant son repas à peine entamé. Vous n'en revenez pas. Votre ami d'ordinaire si calme se conduire ainsi. Rendez-vous au 9. Il ne veut pas me parler. Mais pourquoi ?
Vous rejoignez l'amphithéâtre juste avant le début du cours. L'enseignement de la matinée, consacré une nouvelle fois aux différents types de mutations, physiques, psychiques ou mixtes, et aux divers signes permettant d'identifier les sujets atteints, ne parvient pas à retenir votre attention. Votre regard se promène dans l'immense salle familière, se posant sur les visages de vos camarades sans s'y attarder, comme s'ils faisaient déjà partie du passé. Il vous semble vaguement que vous aimeriez écouter, que d'une certaine façon cela vous concerne, mais les souvenirs humides de vos rêves de la nuit dernière s'invitent sans cesse dans votre esprit. Les seuls moments où vos visions vous laissent en paix sont ceux où vous songez à la meilleure façon de quitter la tour. Franchir les portes de la Guérite Sud vous paraît être la solution privilégiée, la seule d'ailleurs sérieusement envisageable en fait. À chaque cycle, aux alentours du solstice d'été, les attaques de ceux du dehors cessent inexplicablement. Ce répit est mis à profit par les militaires pour aller inspecter et réparer les dégâts des fortifications, dans la mesure du possible. Vous savez que l'accès à cette guérite est contrôlé par un code qui change tous les 10 jours, et aussi qu'une clé magnétique du premier niveau est nécessaire à l'ouverture de la porte intérieure. Reste à trouver un moyen de vous les procurer. Vous sentez, sans pouvoir expliquer comment, que rôder du côté de la Reddite vous permettra peut-être d'obtenir le code. Vous avez également appris que le père de l'un de vos camarades de cours, prénommé Vessias, est un militaire de premier niveau. Il possède probablement un exemplaire de la clé. La 4e sonnerie indique soudain lors de la pause. Si vous désirez prendre conseil auprès de votre mère, rendez-vous au 117. De votre mère ou de votre père, j'ai pas bien compris. La mère est décédée. Sinon, vous pouvez vous rendre en quête du code. Rendez-vous au 124 ou de la clé. Par curiosité, je vais prendre conseil auprès de ma mère, parce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est une erreur ou autre? Alors, le 117. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez pour entrer en contact avec votre mère. Où elle se trouve exactement, vous ne le savez pas, mais vous imaginez qu'elle se cache quelque part dans un recoin de votre cerveau. Vous n'avez aucune idée de comment elle a pu arriver là. Elle ne vous l'a jamais vraiment dit, et vous en êtes réduite à supposer qu'à sa mort, son âme s'est réfugiée en vous. Cela ne fait que quelques semaines qu'elle a commencé à vous parler, juste après que vous avez découvert un vieil instantané holographique la mettant en scène avec vous à ses côtés, alors que vous étiez encore enfant. Un portrait qui a sans doute été pris peu de temps avant sa disparition. Il va sans dire que ce phénomène vous a semblé étrange et terriblement inquiétant. Mais vous vous êtes peu à peu habitué à sa présence. Vous en êtes même venu à la trouver réconfortante, comblant un peu votre solitude et atténuant la morosité de la vie dans la tour. Surtout, c'est par son entremise que vous avez pu rencontrer votre prince, ce dont vous lui êtes profondément reconnaissant. Maman, tu es là? Je suis là, ma fille, comme toujours pour toi. Que veux-tu? Te demander conseil, la clé, le code, je ne sais pas par où commencer. Tu devrais... Attention! Avec un sifflement de colère, l'âme de votre mère se replie derrière la limite de votre inconscient. Au même instant, vous sentez le contact d'une main sur votre bras. Exali, ça va? Vous ouvrez les yeux. L'une de vos amies se tient devant vous, une expression soucieuse sur le visage, et vous êtes visiblement la source de cette inquiétude. Oui, merci, tout va bien, répondez-vous aussi naturellement que possible. Tu es sûr? Tu avais les yeux fermés et on aurait dit que tu parlais toute seule. Oui, je t'assure, tout va bien, répétez-vous en vous levant. Je me remémorais le cours. Pour réduire mon travail de ce soir, tu comprends, j'aurais aimé aller à la salle de jeu. Mais tu n'y vas plus en ce moment. Devinant que vous ne parviendrez pas à convaincre cette amie un peu trop curieuse, vous la saluez et tournez les talons. Ajoutez 1 point à la marque. Donc je passe à 4. Vous pouvez à présent vous mettre en quête du code ou de la clé.
On va commencer par le premier, ça va être le code, ça va être en 124. En plus, c'est pas loin. Vous gagnez la colonne de transfert et demandez le premier étage. Vous vous sentez un peu nerveuse. En effet, si son accès est libre, rares sont les personnes qui s'y rendent sans une bonne raison, puisque rien ne s'y trouve d'autre que la porte extérieure et les installations militaires attenantes. Vous sortez de l'ascenseur, l'estomac noué. Devant vous s'ouvre une large plateforme donnant elle-même sur un immense hall. Vous faites une trentaine de pas jusqu'à la balustrade. En contrebas s'étend le vaste espace libre du rez-de-chaussée servant de champ d'exercice aux compagnies militaires en prévision d'éventuelles sorties. Du côté opposé, 500 mètres du point où vous vous tenez, vous apercevez le bastion de la Guérite Sud. En comparaison avec le gigantisme du hall, vous trouvez cette structure singulièrement petite. Vous savez pourtant qu'elle abrite la seule issue de la tour et qu'elle est donc votre unique espoir de parvenir à la quitter, puisque les autres guérites ont été condamnées il y a de cela de nombreux siècles, à condition d'être en mesure d'obtenir le code. Vous voilà, princesse, je vous attendais. Vous sursautez, étouffant de justesse à un cri. Un homme aux cheveux grisonnants s'est approché de vous en silence et se tient à présent à vos côtés, le long de la balustrade. Son visage affiche une expression hagarde et des gouttes de sueur perlent de son front. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous aider à sortir d'ici. Allez-vous écouter cet inconnu ou refuser d'avoir affaire à lui ? Je vais bien entendu l'écouter. Je vais au 67. Malgré votre méfiance, vous l'encouragez à poursuivre. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, mais allez-y, continuez. Princesse, je suis de votre côté. Je sais que vous devez trouver un moyen de franchir la porte. Mais qui vous a dit ça ? C'est le maître des animaux. Il savait que vous viendriez ici. Il vous aidera. Mais vous devez d'abord le rejoindre, nous rejoindre. Il faut que vous vous rendiez au 35e étage, après la 10e sonnerie. Les élucubrations de cet individu n'ont guère de sens pour vous, mais vous êtes curieuse de voir où il veut en venir. Si vous entrez dans son jeu, rendez-vous au 141. Si vous préférez mettre un terme à cette dangereuse conversation, rendez-vous au 185. De toute évidence, il sait que je veux sortir, donc ça m'intrigue, effectivement. 141. Le zoo ? Mais il sera fermé à cette heure-là. Pas pour les animaux. Retrouvez-les devant l'entrée de service après la 10e sonnerie. Allez-y, il le faut, c'est votre seul espoir. Le maître vous aidera. Comme vous restez silencieuse, l'homme reprend. Je dois partir maintenant, il me cherche, je le sais. Je ne pourrai pas brouiller les pistes encore très longtemps. Ils vont me retrouver. Et je devais vous contacter avant qu'il ne m'emmène au 14e. C'était ma mission que le maître lui-même m'a confiée. Son visage prend une expression extatique. Parce que moi je l'ai vu le maître. À ces mots, l'homme s'arrache à la balustrade et se dirige d'un pas chancelant en direction de la colonne de transfert. Vous le suivez des yeux avec anxiété jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les portes d'un ascenseur. Vous lâchez un profond soupir de soulagement. Quel idiot, songez-vous, il aurait pu me trahir. C'est un déficient, mais il n'était pas là par hasard et je sens qu'il est sincère. Tu devrais réfléchir à ce qu'il t'a dit. Notez le code Z. Si vous faites le choix d'aller au zoo le soir même, rendez-vous au 176. Si vous préférez remettre cette décision au lendemain, rendez-vous au 14. Eh bien, je vais aller au zoo le soir même au 176. Notez le code ZX. Alors, juste récupérer un petit bout de papier.
Vous vous occupez de votre mieux jusqu'à la fin de la journée, partagée entre l'ennui, l'impatience et une certaine inquiétude. Enfin, la 10e sonnerie résonne dans les couloirs de la tour. Vous empruntez donc la colonne de transfert pour gagner le 35e étage, l'endroit où se trouve l'ozo. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un vaste hall presque entièrement plongé dans l'obscurité. Ajoutez à cela, le silence et l'absence de foule contrastent fortement avec les souvenirs que vous avez des lieux. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? C'était avec votre père et une amie d'école. Cela remonte à plusieurs années. L'entrée principale étant fermée par une grille métallique, vous cherchez de regard un accès de service que vous découvrez à proximité des caisses, sous la forme d'une petite porte à poignée. Manuel, dont le battant entrouvert laisse échapper un ray de lumière vacillante. Tandis que vous avancez vers elle, les bras crispés le long du corps, vous vous demandez avec de plus en plus d'insistance si le fait de vous rendre ici était une bonne idée. Sans cette perspective d'obtenir le code, alors que vous êtes encore à plusieurs mètres de la porte, celle-ci pivote brusquement sur ses gongs et dévoile la présence d'une haute silhouette sombre. Vous étouffez un cri. Les contours de son visage sont clairement inhumains. « Bienvenue à toi. Nous t'attendions. » Vous poussez un soupir de soulagement en réalisant que vous avez simplement affaire à un homme masqué, vêtu d'une sorte de toge qui lui laisse les bras nus. Le mystérieux personnage s'écarte du seuil et vous invite d'un geste à entrer dans une petite salle éclairée par une lumière inhabituelle, chaude et fluctuante. Celle-ci provient d'un objet non métallique qui se consume sur une table. Sans en avoir jamais vu, vous devinez qu'il s'agit d'une bougie. Comme vous passez devant l'inconnu, brisant le contre-jour, des reliefs apparaissent sur son masque et vous découvrez qu'il imite une face de loup. Au même instant, une forte odeur musquée envahit vos narines, sans que vous parveniez à déterminer si elle provient du corps de l'homme ou de la combustion de la bougie. Vous regardez cette dernière fondre lentement sur la table, fasciné par son aspect primitif, qui, dans un lieu comme la tour, prend de manière inévitable un caractère déviant. L'homme pose une main velue sur votre épaule. Vous tressaillez, les contacts physiques étant proscrits dans les zones publiques, surtout entre inconnus. Tu dois te préparer pour l'assemblée. La voix du maître et nos frères t'attendent. Habille-toi. Et il vous désigne de son autre main une pile d'étoffes blanches qui pourraient être des toges semblables à la sienne. Sur le dessus trône un masque de truie dont le front est bizarrement surmonté d'une couronne. Acceptez-vous de revêtir un tel costume? Rendez-vous au 110 ou refusez 58? Je vais accepter, je me rends au 110. Vous déplacez le masque sur la table et dépliez l'une de ses tenues pour l'enfiler. Vous découvrez qu'il s'agit d'une sorte de robe longue aux manches amples évoquant celle des anciens moines, finalement très différente de la toge aux bras dénudés de l'homme au masque de loup. L'étoffe pelucheuse qui la constitue porte de nombreuses traces d'usure et des fils pendent tristement par endroits, ce qui vous indique qu'elle n'est pas de première jeunesse. Vous doutez même qu'elle ait été lavée récemment, à en juger par son toucher gras et la puanteur rance qu'elle dégage. Surmontant votre répulsion, vous la revêtez néanmoins. Le masque maintenant, dit l'homme. Vous prenez l'objet posé sur la table et l'examinez avec attention. La face porcine a été modelée dans une matière souple, synthétique et collante, visiblement conçue pour épouser le visage de celle ou celui qui la porte. Exprimant luxure et malignité, les traits bestiaux vous emplissent de dégoût, et pourtant vous ressentez comme une évidence qu'il s'agit bien de votre masque, celui qui vous convient. D'un geste mal assuré, vous l'ajustez sur votre tête en plaçant vos yeux au niveau des trous correspondants. L'espacement est idéal. Vous vous sentez bizarre, partagé entre la nervosité et une curieuse forme d'excitation. C'est bien.
Suis-moi maintenant. Notez que vous portez un masque, puis rendez-vous au 169. Masque. Je vais au 169. Alors pour l'instant, c'est passionnant. Je dois avouer que c'est une vraie nouvelle d'anticipation tout à fait intrigante. L'homme au masque de loup se tourne vers une porte opposée à celle donnant sur le hall. Puis il sort de sa toge une petite clé d'un modèle primitif qu'il introduit dans une serrure dépourvue d'électronique. Le battant pivote sur son axe, dévoilant l'intérieur du zoo. L'endroit n'a pas changé depuis votre dernière visite, mais l'absence de public et le fait qu'il soit plongé dans la pénombre, seules quelques veilleuses sont présentes en haut des murs, régulièrement espacées, lui confèrent une ambiance radicalement différente. Une odeur fauve supplante celle que vous avez sentie dans la petite salle, résultat des mélanges d'effluves produits par l'abondante vie animale et végétale du zoo. Vous suivez votre guide entre les cages et les enclos, où des formes sombres sont tapies dans l'obscurité. Des séries de cris aigus et des feulements sourds se font entendre parfois, proches ou éloignés, remuant à la lisière de votre mémoire des souvenirs inconscients qui remontent au premier temps de votre espèce, quand les hommes encore sauvages couraient nus dans les forêts de l'ancien monde, un maillon de la chaîne comme un autre, à la fois chasseur et chassé. C'est ici, derrière le vivarium. Vous contournez un gros bâtiment interne à l'allure massive et commencez à percevoir le brouhaha d'une multitude de conversations. Passant l'angle du mur, vous découvrez une foule assez importante rassemblée autour d'une estrade éclairée par 2 énormes braseros. Vous estimez le nombre de personnes présentes à une centaine, toutes vêtues de robes ou de toges blanches et portant des masques d'animaux. Nous y sommes. La voix du maître est là-haut, sur l'estrade, devant la cage des mandrilles. Vous avisez une silhouette de taille moyenne, arborant la seule tenue noire de toute l'assemblée. Une sorte de long manteau à capuche. Quelque chose d'indéfinissable le rend si intimidant que vous détournez le regard. Qui sont tous ces gens ? Ceux qui portent des toges comme la mienne sont des membres permanents de notre confrérie, pour l'essentiel des notables de la tour. Nous nous connaissons tous. Les autres sont des invités, un peu comme toi. Et lui, c'est votre chef ? Demandez-vous en désignant le personnage vêtu de noir. L'homme au masque de loup semble hésiter, puis répond « En quelque sorte, mais pas tout à fait. C'est le porte-parole du maître, le seul d'entre nous à être en contact avec lui. Contrairement aux autres permanents, personne ne sait vraiment qui il est. On ne l'a jamais vu sans son masque. » Il observe un bref silence avant de continuer. « À ce propos, la voix m'a demandé de te recevoir et de te conduire jusqu'ici. C'est fait, je te laisse maintenant. » Et sans vous permettre de répliquer, il vous tourne le dos et s'éloigne d'un pas vif pour rejoindre 2 autres hommes au masque d'ours et de renard qui discutent non loin de là. Allez-vous marcher en direction de l'estrade où se tient la voix, ou vers un groupe de 3 individus qui sont un peu à l'écart de la foule, visiblement intimidés? Rendez-vous au 90. Si vous n'êtes pas certaine de votre choix, vous pouvez aussi demander l'avis de votre mère. Je vais demander l'avis de ma mère. Au 132. Va directement à la rencontre de celui qui t'attend, vous répond-elle depuis les abysses de votre cerveau. Moins tu parleras des gens, moins tu risqueras de le trahir. Je pense que je n'ai pas pris la bonne décision. Rendez-vous au 33. Vous vous frayez un chemin à travers les groupes d'hommes et de femmes masqués qui font mine de ne pas vous prêter attention. Mais les conversations qui cessent à votre passage vous convainquent au contraire que vous êtes la cible de tous les intérêts. Sur la tribune, le personnage vêtu de noir est tourné vers vous sans que vous parveniez à déterminer s'il vous regarde ou pas. Vous n'êtes plus qu'à quelques mètres du petit escalier permettant de rejoindre le haut de l'estrade. Si vous portez un masque, rendez-vous au 157
Dans le cas contraire, le 79. Je porte un masque. 157. Le cœur battant, la chamade, vous escaladez les quelques marches pour rejoindre la voie. Vous sentez confusément que tous les regards de l'assemblée sont fixés sur vous, ce qui ne manque pas de vous mettre terriblement mal à l'aise. Du calme, songez-vous pour vous rassurer. Dans cet accoutrement, personne ne peut me reconnaître. L'être vêtu de noir pivote lentement sur lui-même tandis que vous atteignez le haut de la tribune. Quoiqu'il soit dissimulé sous son large capuchon, vous distinguez à présent les contours de son masque et réalisez qu'il s'agit d'une tête d'insecte particulièrement hideuse. Il vous adresse la parole sur un ton curieusement chuintant, entrecoupé de cliquetis. Vous en déduisez qu'il utilise un appareil pour contrefaire sa voix. « Que viens-tu faire parmi les bêtes, fille de l'humanité ?» La réplique appropriée se forme aussitôt sur vos lèvres, soufflée depuis un coin obscur de votre cerveau. J'ai entendu la voix du maître et je réponds à son appel. Acceptes-tu de renoncer au mirage de l'ars civilisation pour renouer avec ta nature profonde ? Le oui attendu commence à se former dans votre esprit, mais un sentiment indéfini vous fait hésiter. Si vous suivez votre instinct et répondez par l'affirmative, rendez-vous au 127. Si vous déclinez l'offre, rendez-vous au 11. Je vais décliner l'offre, évidemment. Je n'ai pas envie de me transformer en insecte. Vous restez silencieuse plusieurs secondes, puis vous finissez par secouer la tête négativement. « Alors, qu'est-ce que tu fais encore là ?» s'exclame la voix sur un ton furieux et en agitant follement les bras. « Pars, disparaît !» Et il ne revient jamais ici. Rendez-vous au 173. Je n'ai toujours pas mon code. Vous quittez l'estrade d'un pas vif et traversez l'assemblée sous les regards surpris de ses membres, mais aucun d'entre eux ne tente de vous retenir. De retour dans le hall, vous ralentissez votre marche et pénétrez dans une cabine de la colonne de transfert en dissimulant autant que possible votre fébrilité pour ne pas vous faire remarquer par les algorithmes de détection. Vous regagnez votre appartement sans croiser personne. La 11e sonnerie a résonné depuis un bon moment et la plupart des habitants de la tour sont entrés chez eux. Si vous avez le code J2, rendez-vous au 43, sinon rendez-vous au 111. Je vais me rendre au 111. Comme tous les jours, les robots d'entretien sont passés dans votre chambre. Une combinaison neuve vous attend et votre lit est fait avec de nouveaux draps. Sans perdre une minute, vous vous déshabillez et vous glissez dessous. Presque aussitôt, le sommeil vient vous prendre, vous emportant loin, très loin, en direction du sud. Là-bas, dans son palais, vous vous abandonnez au rêve à l'étreinte de votre prince. Tout est noir autour de vous car vous n'êtes pas encore autorisé à voir, mais vous savez que bientôt cette interdiction sera levée. Entre deux culminances, l'un des assesseurs vous informe que votre fuite devra avoir lieu le surlendemain. Les émissaires de votre prince seront là pour vous accueillir et pour vous conduire en sécurité jusqu'à lui. Notez le code J2. Ça, c'est le décompte des jours. Une nouvelle fois, vous vous éveillez trempé de sueur, négligeant la douche obligatoire, vous vous levez sans attendre la deuxième sonnerie et revêtez votre combinaison. Votre résolution s'est encore renforcée pendant la nuit, mais vous avez conscience des nombreux efforts qui restent à fournir pour réussir votre évasion. Allez-vous vous rendre en cours, comme vous êtes supposé le faire, ou vous mettre à la recherche du code, si vous ne le possédez pas déjà ? Eh bien, je ne le possède pas, donc je vais chercher le code. Je vais en 44. Vous gagnez la colonne de transfert et demandez le premier étage. Vous vous sentez un peu nerveuse. En effet, si son accès est libre, rares sont les personnes qui s'y rendent sans une bonne raison, puisque rien ne s'y trouve d'autre que la porte extérieure et les installations militaires attenantes. Vous sortez de l'ascenseur, l'estomac noué. Devant vous s'ouvre une large plateforme donnant elle-même sur un immense hall. Vous faites une trentaine de pas jusqu'à la balustrade.
En contrebas s'étend le vaste espace libre du rez-de-chaussée servant de champ d'exercice aux compagnies militaires, en prévision d'éventuelles sorties. Du côté opposé, à environ 500 mètres du point où vous vous tenez, vous apercevez le bastion de la Guérite Sud. En comparaison avec le gigantisme du hall, vous trouvez cette structure singulièrement petite. Vous savez pourtant qu'elle abrite la seule issue de la tour et qu'elle est donc votre unique espoir de parvenir à la quitter, puisque les autres guérites ont été condamnées il y a de cela plusieurs siècles, à condition d'être en mesure d'obtenir le code. Il y a comme un air de déjà-vu, vous ne trouvez pas ? Salut, tu n'es pas en cours ? Vous sursautez et pivotez sur vous-même, étouffant de justesse un cri. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est approché de vous, en silence, et vous regarde d'un air amusé. Il est très fin, les cheveux un peu plus longs que la coupe masculine réglementaire. Vous remarquez qu'il porte aux oreilles 2 écouteurs reliés à un appareil qui pourrait bien être l'un de ces vieux diffuseurs de musique aujourd'hui interdits. Son apparence rebelle vous le rend immédiatement sympathique. Non, vous répondez-vous avec aplomb, je suis dispensé. Pour quelle raison ? C'est plutôt rare de nos jours. Si vous avez le code E, rendez-vous au 165. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez inventer une excuse ou le prier de se mêler de ses affaires. Je vais inventer une excuse. Je n'ai pas le code E. J'ai une exemption médicale d'activité physique, mentez-vous. Je me suis fait mal à la cheville. Le jeune homme hoche la tête en souriant d'un air entendu, sans que vous parveniez à savoir s'il vous a cru ou non. Pas de chance. Les cours d'activité physique, c'est la seule chose de bien. Ça nous change un peu de l'enseignement technique et aussi de leur baratin sur ceux du dehors et les mutations. La franchise de ce commentaire vous surprend. Vous savez que vous êtes nombreux à penser ainsi, mais les rares, très rares, sont ceux qui ont le courage d'exprimer à voix haute de telles opinions. Et toi, tu ne vas pas en cours ? J'ai fini ma formation, technicien de niveau 5. Je sais, on ne peut pas faire pire. Mais j'en pouvais plus de tous ces cons. Technicien en quoi ? Il vous adresse un clin d'œil. C'est là que ça devient intéressant. Maintenance des portes et de la colonne de transfert. Et tu n'imagines pas à quoi on peut avoir accès dans ce métier quand on est un peu débrouillard. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai le code, celui qui permet d'entrer dans la guérite. Il ne me reste plus qu'à trouver une clé et je me casse. Tu comptes partir d'ici, de la tour ? Demandez-vous interloqué. Oui, ceux du dehors ne peuvent pas être plus débiles que ceux du dedans, crois-moi. Et la liberté, je parie que c'est ce que tu veux, toi ici. Toi aussi. Allez-vous le laisser poursuivre pour voir où il compte en venir ou refuser d'en entendre plus ? Rendez-vous au 106. Je vais au 181, je veux en savoir plus. Vous gardez prudemment le silence, mais cela n'empêche pas l'inconnu de poursuivre sur sa lancée. Il commence par critiquer l'autoritarisme des dirigeants de la tour, rendant ces derniers responsables du phénomène des mutants qui ne serait selon lui que l'expression ultime du profond désespoir qu'engendre une vie de labeur dépourvue de sens. Avant d'enchaîner sur la nécessité d'un changement de paradigme et d'une révolte de la base. Vous l'écoutez parler, vaguement amusé par la naïveté de son discours idéaliste, jusqu'à ce qu'un voyant rouge se mette à clignoter sur l'appareil fixé à sa ceinture, celui-là même que vous aviez pris pour un diffuseur de musique. Votre interlocuteur interrompt aussitôt son laïus et lève un bras au-dessus de sa tête, l'agitant en guise de signal. C'est alors que vous comprenez votre erreur. Un groupe d'une dizaine de sécuritaires vient de surgir du sas d'un monte-charge habituellement réservé aux engins. Ils se dirigent vers vous en courant, les canons à faisceau large de leurs désintégrateurs pointés dans votre direction. Puis ils forment un demi-cercle entre vous et la balustrade, vous privant de toute issue. Ces détecteurs sont décidément très efficaces, dit l'un d'entre eux au jeune homme. C'est la 3e en 4 jours, sans compter le gars bizarre d'hier. Oui, mais méfiez-vous de celle-ci. D'après les ondes mentales que j'ai captées, elle est particulièrement dangereuse. On l'emmène au 14e ? Je pense que ce n'est pas la peine. Son cerveau est complètement infesté. Autant s'en débarrasser tout de suite. Ça nous évitera les tracasseries avec la famille.
Dans un bel ensemble, les sécuritaires actionnent leurs armes. Un sifflement suraigu se fait entendre. Un flash blanc emplit votre champ de vision, puis plus rien ne se passe, ni sensation, ni pensée. Vous venez d'être réduite en poussière. Et j'ai eu tort de lui faire confiance. J'ai été rassuré par son côté rebelle, mais c'était un piège. Et bien voilà pour ce premier essai diaboliquement intriguant comme nouvelle. Je dois avouer que on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas dans quel jeu on est emporté, quels sont nos buts, quels sont nos objectifs, quels sont nos amis. On est vraiment perdu. Et je vais tout de suite redémarrer un nouvel essai, mais ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère à bientôt sur Livre Adventure TV. Et merci d'avoir passé un petit moment en ma compagnie. Ciao.